Mesdames et messieurs, tout d'abord merci d'être tous présents dans ces instants. Messieurs les élus, messieurs les présidents de l'université, de l'IEHCA, c'est un honneur et aussi une forme, je dois dire, pour tout vous dire, moi je ne suis pas un élu, je ne suis pas un professeur d'université, donc je suis moins à l'aise devant un micro, devant vous, que devant quand même mes casseroles ou avec mes producteurs d'épices. Je vais tenter néanmoins, en plus on vient de dire, ce qui est assez rare dans ce type de manifestation, nous disposons d'un peu de temps. Alors déjà, je trouvais 30 minutes, c'était énorme. Pouvoir parler des impupites, j'ai l'impression d'être à la fois un sermon dans une église ou en tous les cas dans une grande université. Donc je vous demande surtout d'être tolérant sur ma manière d'aborder ces différents sujets. Pour tout vous dire, pendant le week-end, samedi et dimanche, je me suis demandé si j'allais avoir le courage de venir vous parler de l'art de recevoir dans les relais châteaux, parce que on pourrait tout à fait considérer que c'est vraiment secondaire par rapport au drame que nous vivons tous les uns les autres. Et puis après mûre réflexion, je me suis quand même, comme chacun d'entre nous, repris et dire, face à la barbarie, face à la terreur, eh bien justement, il ne fallait pas rester terrorisé et continuer à véhiculer ce que nous sommes et à transmettre en tous les cas à la génération à venir, à mieux vivre ensemble sur ce grand village qu'est la planète. Je vais tenter dans un premier temps parce qu'on m'a demandé de parler de l'art de recevoir dans les relais châteaux. Alors avant d'y arriver, il me semblait peut-être important de vous dire, pour ma part, ce qu'est l'art de recevoir et puis ce qui peut-être se cache d'ailleurs sous la nappe de l'art de recevoir. Vous dire également ce qui nous amène à recevoir l'autre. En un mot, et puis ensuite je vous dirai effectivement ce que contient ce manifeste qui a été présenté à l'UNESCO, voilà, un peu plus d'1 an maintenant, et qui représente un travail des artisans de l'hôtellerie et de la restauration dans le monde, avec ses 20 engagements. Et vous lire, oui, vous lire, certains passages qui concernent plus particulièrement l'art de recevoir. Et je vais m'efforcer, en tant que cuisinier et amoureux des bons produits et de leur transformation, de vous parler de recevoir. Or, vous savez que, théoriquement, un cuisinier, bien souvent, enfin pendant très longtemps, en tous les cas, il est resté dans sa cuisine et confiait cette mission à un maître d'hôtel, un directeur de salle, une maîtresse de maison, et lui restait quand même un peu plus introverti derrière. Bon, aujourd'hui, on sait bien que certains vont au-delà, sont devenus totalement extravertis, mais nous n'allons pas en parler, si vous voulez bien. Alors, pour ma part, puisque j'ai l'honneur et la lourde responsabilité, mais en même temps la joie de présider ces journées, recevoir, tout d'abord, j'ai eu la chance de naître dans une malouinière, une maison qui appartenait à des chasseurs d'épices, qui a été construite au début du XVIIIe siècle. Et mon père, mes parents sont arrivés après la guerre. Mon père était médecin. Et après la guerre, sous cette génération qui avait connu justement également, évidemment, des horreurs, mon père est arrivé comme un médecin miracle avec la pénicilline et la sécurité sociale en 1947, en s'installant dans ce petit port de Bretagne à Cancale. Et pourtant, ça ne s'est pas très bien passé avec lui, puisque nous ne sommes pas revus pendant plus de 30 ans. Mais cet homme, jusqu'à l'âge de 13 ans, m'a transmis une chose. Ce médecin, c'est que la porte était toujours ouverte et qu'il y avait une sonnerie qui est toujours la même, encore aujourd'hui,
et que n'importe qui, un homme, une femme, pouvait sonner à cette porte, et ma mère descendait, ouvrait cette porte, et mon père râlait un peu, mais descendait et s'occupait de ces personnes, qui à l'époque on n'appelait pas le SAMU, on n'appelait pas les plombiers, on appelait dans ces villages, bien souvent, ou le curé ou le médecin. Et là, j'ai appris déjà ce que c'était de laisser sa porte ouverte, sa porte entr'ouverte. Et c'est bien ça le sens de recevoir. Et puis, évidemment, on a tous grandi, enfants, mais d'ailleurs, vous-même, la première fois que vous avez reçu, c'est quel souvenir? Invoque rappelez-vous, c'est quelque chose d'intime, mais essayez de faire cet effort. À quel moment de votre vie avez-vous eu l'impression, pour la première fois, de recevoir l'autre? Alors évidemment, je ne vais pas demander à l'ensemble de la salle ce petit morceau de jardin secret, souvent de l'enfance d'ailleurs, mais pour ma part, et je suis persuadé que bon nombre d'entre vous, on a 6-7 ans, parce qu'on a encore des souvenirs, on a fait avec 2-3 draps, 3 grosses caisses en carton, quelques branchages et quelques morceaux de bois au fond du jardin, une cabane. Tout simplement une cabane. Et dans cette cabane, eh bien, on va recevoir ses copains et ses copines. Alors on peut se demander, mais pourquoi reçoit-on dans cette cabane? Pour montrer peut-être un peu le reflet de soi-même, son chez-soi, cette coquille que nous avons presque comme un coquillage, cette coquille que nous avons créée. Et puis on va recevoir évidemment l'être le plus cher. Et qui n'a pas emmené sa maman ou son papa ou sa grand-mère ou sa grand-tante viens voir ma cabane. Et là, on commence presque même à faire un petit lit, une petite table, quelques petites chaises, et pourquoi pas, évidemment, on sort la dinette. C'est déjà ça, l'art de se recevoir. Puis une autre, depuis maintenant plusieurs années, j'ai la chance de parcourir le monde au milieu des paysans du monde, que ce soit les paysans du nord du Kerala, à la frontière du Karnataka en Inde, que ce soit au Cambodge, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Sri Lanka, que ce soit au Mexique. Et vous savez, lorsqu'on rencontre ces gens de peu, qui sont pour moi de tout, eh bien l'art de recevoir, ils le cultivent parfaitement, avec toujours cette générosité. Ça, c'est très sensible. Maintenant, il y a quelques années, en tant que cuisinier, hôtelier et membre de l'association des Relais Châteaux, je vous en dirai tout à l'heure 2 mots, ce qu'est Relais Châteaux, parce que je suis sûr que bon nombre d'entre vous se font une fausse idée. J'ai été élu en qualité de vice-président à l'international pour représenter pas uniquement les chefs, les maîtres d'hôtel, les sommeliers, tout ce qui concerne la table. Et évidemment, l'art de recevoir est au cœur de nos préoccupations à travers le monde. Voilà en ce qui me concerne personnellement, mais plus largement. Maintenant, à l'art de recevoir, bien souvent, on le lie à une forme de politesse, non? Est-ce que recevoir, l'art de recevoir, c'est de sortir le joli nappage, d'avoir la belle argenterie, la très jolie cristallerie? Est-ce qu'il y a des codes? Est-ce que les choses doivent être figées? Bien souvent, on a un peu l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. On va voir peut-être Madame de Rothschild qui va nous expliquer ce qu'est l'art de recevoir et rien d'autre, avec tout le respect.
Et puis, on peut se demander également une autre question, c'est pourquoi recevoir? Quel est l'art de recevoir? Pourquoi aujourd'hui des gens reçoivent? Eh bien, on peut recevoir pour marier sa fille. On peut recevoir pour présenter le talent de son nouveau décorateur. On peut aussi recevoir pour présenter sa nouvelle compagne. Enfin, on peut recevoir pour de multiples raisons. Mais là, on est bien d'accord, c'est pour recevoir pour soi-même. Forme d'acte terriblement égoïste pour présenter son statut social, pour présenter ce que l'on est ou ce que l'on est devenu ou ce que l'on aspire à être. Et puis, il y a l'autre manière de recevoir, celui qui se souvient encore de la main de l'enfant qu'il serre encore dans ses mains, la main de l'enfant qu'il a été, celui qui justement jouait dans cette cabane, qui faisait cette dînette. Et là, c'est recevoir avant tout pour le plaisir de l'autre. C'est-à-dire tout mettre en place pour être agréable à la personne invitée. Et soi-même, dans un second temps, puisqu'on sait très bien qu'il est souvent plus agréable de donner que de recevoir. Et là, on a à l'esprit, bien évidemment, de recevoir l'être cher, les personnes que l'on aime, nos parents, nos enfants, nos amis, nos copains. C'est là où brille, où on peut tendre vers l'excellence du recevoir, en fonction des goûts de la personne, en fonction de ses propres goûts, de son évolution, d'étonner. L'art de recevoir, finalement, c'est séduire. Jamais choquer, parfois étonner, parfois conforter, parfois sécuriser, parfois rassurer, mais séduire et apporter ce plaisir, et au-delà du plaisir, ce soin à l'autre. Tu sais, on dit apporter du soin à l'autre. En tant que cuisinier, bien souvent, je dis nourrir l'autre, c'est prolonger la vie de l'habitat de l'âme de chacun. Mais recevoir en fait totalement partie. Ensuite, une autre question, quel est le périmètre d'art de recevoir? Périmètre, il commence où, il se termine où? L'art de recevoir, c'est déjà peut-être d'envoyer un petit mot, une invitation, un petit coup de fil. C'est important. Inviter. La démarche à l'esprit, je vais accueillir cette personne qui m'est chère. Et puis, donc, ensuite l'accueillir par le sourire, qui est le plus bel accueil. L'installer, lui servir à boire, l'installer à table, lui préparer des mets. Et puis, une responsabilité beaucoup plus lourde, parce que là, on parle de la table, mais l'art de recevoir qui se complique pour tout cuisinier qui un jour devient hôtelier comme moi, c'est prendre une tranche de vie d'une personne et lui dire ensuite, pour qu'elle se repose, qu'elle se détende, et c'est de prendre cette partie, cette tranche de vie que sont cette journée, cette nuit et ce matin, ce réveil. C'est toute petite partie de vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours affirmé cuisiner pour l'autre ne m'a jamais stressé, recevoir sous mon toit l'autre me stresse toujours. Ceci pour totalement aussi revaloriser cette profession que celle de l'artisan hôtelier. Et vous avez compris, j'y viens au Relais Château, j'y viens à notre métier, parce que tout ce que j'ai évoqué là, c'est quelque chose
que nous tous, nous faisons à titre personnel, pour nos proches, pour les personnes pour lesquelles nous portons un affectif très fort. Eh bien, l'association des relais châteaux, parce que c'est bien une association, et tout à l'heure on m'a parlé d'une chaîne, et parfois des gens parlent même d'une chaîne de luxe. Non, c'est une association 1901 à but non lucratif qui compte aujourd'hui 540 maisons dans le monde, dans 62 nationalités, avec à peine un quart de maisons françaises. Ce sont des artisans hôteliers sur tous les continents. Pour donner une image d'une échelle, ce sont j'allais dire des hôtels. Bien non. Les relais châteaux, dans le monde, ce ne sont pas des hôtels. Ah, mais qu'est-ce que vous me dites là? Ce sont des restaurants, ce sont des tables dans le monde. Plus de 150 maisons relais châteaux n'ont pas de chambre. Il est vrai, la grande majorité ont des chambres. Mais le dénominateur commun, la pierre angulaire de notre association, c'est bien la table. Et la table, pas du tout, comme son amis, pas du tout linéarisée, uniformisée, pardon. Ce sont des tables toutes différentes les unes de les autres. Et l'année dernière, nous fêtions les 60 ans de cette association. 60 ans, c'est un bel âge. Il se trouve que je viens d'avoir 60 ans. Mais c'est un bel âge parce que on a cette responsabilité vis-à-vis de la jeunesse. On a cette responsabilité, on prend en pleine face ce poids qui est cette responsabilité de transmettre. Et Relais Châteaux, on pourrait l'imaginer, c'était une jolie dame, très élégante, très belle. Effectivement, on est très mal appris, puisqu'on connaît son âge, elle a 60 ans. Et elle est d'origine française. Elle a parcouru le monde entier. Elle a goûté toutes les cuisines, elle a goûté tous les accueils, elle a goûté toutes les hospitalités du monde, elle a goûté les cultures, la biodiversité végétale, animale, ce bon sens, ces traditions culinaires, ces traditions d'hospitalité. Et cette dame me dit, ben non, Relais Châteaux, ce n'est pas simplement un bottin avec des belles tables et des jolis établissements qui ont en moyenne moins de 28 chambres, hein, je vous rappelle, ceux qui ont des chambres. Donc ce sont des petites structures, ce sont des artisans. Eh bien, il est temps que je le fasse une lettre pour écrire ce que depuis 60 ans, l'ensemble de ces propriétaires de Relais Châteaux ont fait et ce qu'ils se doivent de poursuivre avec l'évolution du temps. Et je salue là bon nombre de propriétaires, également d'ex-propriétaires de Relais Châteaux, mais j'en ai rencontré quelques-uns. Il était temps de mettre sur papier ce que nous pouvions faire. Mais alors là, on s'aperçoit que notre association, avec ses 62 nationalités, vous imaginez déjà en France les égaux des chefs. Vous imaginez dans le monde, entre un Japonais, un Chinois, un Taïwanais, un Péruvien, un homme de la Patagonie, du fin fond du Chili, et chacun, évidemment, avec une personnalité très forte, va nous parler de quelle manière il aborde et il voit. Donc il faut écrire un dénominateur commun. Rassurez-vous, je ne l'ai pas fait seul, cette initiative qui m'avait été confiée par le président Philippe Gombert et le conseil d'administration, parce que je vous rappelle que tout le monde est élu, fonctionne d'une manière totalement démocratique, et pour ceux qui pourraient en douter, dans le bénévolat le plus total.
en dehors du président. C'est une mission extrêmement complexe. J'ai donc réuni un comité international pour rédiger ce manifeste et ses 20 engagements. Ce comité était composé, et est toujours composé, parce qu'il est toujours vivant, c'est revu là, dernièrement à Malte, est composé d'hommes et de femmes des 4 coins du monde, des cuisiniers bien évidemment, des cuisinières, des sommeliers, des maîtres d'hôtel, des directeurs, des propriétaires, des maîtres de maison, une trentaine de personnes, mais également des gens de l'extérieur. Et pour faire ce travail, d'ailleurs, je dois saluer des hommes comme Marc Ferrière, comme Francis Chevrier, comme Olivier Rollin. Je dois saluer des personnes comme Philomène de l'Institut Paul Bocuse. Je dois saluer des personnes même d'une société comme Synergence, comme Didier Livio et Catherine. Bon nombre de personnes comme ça sont venues pour essayer de réfléchir avec de tous les horizons, pour écrire un texte. Mais De Gaulle aurait dit, vous savez, il disait de l'ONU, c'est un machin. Ben là, quand je me suis attelé à ce travail, je dis, Relais Château, c'est un super machin. Parce que, vous voyez de quelle manière, en France, simplement, la cité de la gastronomie, vous pourrez écrire quelque chose en commun avec la diversité de nos régions, la complexité. Mais le monde, c'est autre chose. Et c'est surtout pas de coloniser culturellement le reste du monde. La France fait partie intégrante, évidemment, de cette association, mais elle a donné le là. Elle a donné, vous savez, parfois quand j'entends des cuisiniers qui disent oh, la cuisine française, elle est abordée, l'art de se recevoir à la française est abordé, mais que ce soit Louis XIV, Napoléon, ils n'auraient même pas pu imaginer aujourd'hui que chaque nation, chaque région du monde considère que l'art de recevoir et l'identité culinaire fait partie totalement de l'identité de chaque pays, de chaque région du monde. C'est une chance pour l'humanité. C'est une véritable chance. Il ne faut surtout pas l'imaginer comme une concurrence. Au contraire, c'est bien aujourd'hui que tous nos amis anglo-saxons s'occupent d'une asperge et ne la jettent pas, portent une importance à une pomme de terre, à une noix de beurre, à la nourriture. Je trouve ça absolument formidable. Ce travail a pu s'écrire et j'avais à un moment donné l'impression, avec tous ceux qui m'accompagnaient, que 520 personnes à l'époque tenaient le stylo et devaient écrire ce manifeste et ces 20 engagements. D'autant que vous savez, les amis américains, lorsqu'on parle de manifeste et de mouvement et de combat, ils ont très peur. Ils ont considéré que peut-être j'allais arriver là, peut-être même comme peut-être pas comme un Karl Marx avec son manifeste, mais peut-être un Robespierre qui va arriver et qui va bouleverser comme ça cet univers. Non, je pense que lorsque l'on veut prendre des engagements et ne pas se diluer, il nous fallait écrire ces choses. Alors, je vais commencer à vous lire quelques passages qui concernent l'art de recevoir. Vous allez comprendre que le projet des Relais et Châteaux est très ambitieux et c'est donné 10 ans. Le but, c'est un monde meilleur par la table et l'hospitalité. Et je me permets de vous lire, même si c'est toujours un peu lourd de lire, mais je ne peux pas faire autrement que de vous faire partager ces quelques phrases que nous avons écrites tous ensemble, qui ont été présentées à l'UNESCO, reconnues par l'UNESCO, reconnaissant qu'on pouvait tout à fait nous accueillir, non pas comme marque, mais comme mouvement, et également par l'ambassadrice des droits de l'homme dans le monde. Donc un monde meilleur par la table et l'hospitalité. L'humanité, riche de ses différences, partage et transmet à chaque génération, partout dans le monde, 2 traditions. La table et l'hospitalité. Ces 2 traditions ont participé de tout temps
à l'art de vivre, mais également à la paix dans le monde. La table et l'hospitalité doivent en conséquence et en permanence être à la fois préservées et revivifiées pour continuer à jouer ce rôle essentiel dans le bien vivre ensemble. Un deuxième point qui caractérise complètement notre association aujourd'hui, c'est 3 lignes. L'émotion d'une saveur, associée à la magie d'un lieu et à l'authenticité d'un accueil, voilà le socle sur lequel nous appuyons notre conviction de pouvoir influer pour que le monde soit meilleur demain. Ce combat nous a amenés à agir sur 3 registres. Et concernant l'art de recevoir, quelques passages. Préserver les cuisines du monde. Et vous voyez, là, je parle des cuisines du monde, presque dans un second temps, l'art de recevoir, mais les cuisines du monde. Qu'est-ce qu'une cuisine dans le monde de demain ? Une cuisine est bien l'expression d'un environnement naturel, culturel et affectif. Je m'explique. Un environnement naturel, le plus frais pêché, le plus frais cueilli, le mieux élevé, en y intégrant bien évidemment les hommes et les femmes qui façonnent cette nature. Expression d'un environnement culturel. Mais évidemment, le bon sens de bien manger dans un lieu, les traditions de chaque endroit du monde. Et enfin, l'expression d'un environnement affectif. Parce que vous le savez bien, cuisiner, ce n'est pas simplement un métier. C'est un état. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que c'est un état où les hommes sont probablement des imposteurs. Je m'entends. La meilleure cuisine du monde. Ne voyez là aucun propos machiste ou sexiste, bien au contraire. La meilleure cuisine du monde. C'est bien souvent, sinon tout le temps, la cuisine d'une femme, d'une mère, d'une grand-mère, d'une tante. À me dire, mais... Et d'ailleurs, on parle de cuisine. C'est quand même curieux, là encore. Dans l'histoire, vous, les messieurs, les universitaires, mesdames, dans l'histoire, on parle toujours de cuisine, on parle toujours de cuisinier, très rarement de cuisinière. Et vous le savez, moi je le vois dans le monde entier. Et dans l'histoire, ce sont bien les femmes qui ont nourri l'humanité. Faut-il, pour qu'on parle d'une activité, que les hommes s'en emparent? Les hommes sont des imposteurs dans la cuisine. Les Italiens le savent bien. Et bon nombre de cultures encore dans le monde le savent. Et le cuisinier, il va vous parler de générosité. Mais le cuisinier, comme tous les mecs, il a aussi ce dénominateur commun, c'est l'égoïsme. Et lorsqu'il crée, dans quelque domaine que ce soit, c'est avant tout pour lui, ensuite pour les autres, parce que c'est un peu le reflet de lui-même. Mais ce n'est pas dans le don. Alors on dit, mais pourquoi on ne trouve pas de femmes qui parlent? Enfin, évidemment, on a des Anne-Sophie Pic, on a quand même bon nombre aujourd'hui, mais c'est quand même pas beaucoup. Eh bien oui, parce que il me semble, les choses évoluent heureusement, que la femme, pour faire bon, il faut qu'elle aime. Alors, elle me disait, mais autrefois, il y avait les mères. Oui, mais alors les mères, je peux vous dire, elles pouvaient vous accueillir grands bras ouverts, mais elles pouvaient aussi vous virer à coups de pied aux fesses. Parce que les imbéciles et les tocards, elles les viraient. Donc, vous voyez, enfin, je m'égare là. Bon. Donc, dans
Dans Préserver les cuisines du monde, nous voulons proposer une cuisine en résonance avec un lieu, mais où toujours la sincérité des hommes et des femmes qui les animent reste la règle d'or. Et nous devons tous, en toute liberté, sauvegarder et promouvoir la diversité culturelle des cuisines et des hospitalités dans le monde comme un patrimoine immatériel de l'humanité. J'ai à dire, aujourd'hui, on est dans la cité de la gastronomie française. Mais le patrimoine immatériel de l'humanité, ce n'est pas le mollet mexicain, ce n'est pas nécessairement simplement le repas à la française. Oui, mais le plus beau patrimoine, vous le savez tous, c'est quand même la diversité des hospitalités, de l'art de recevoir dans le monde, et la diversité de ces cuisines dans le monde. Il faut Relais Château s'est engagé dans ce combat par rapport à cet appauvrissement culturel. Combien d'entre nous, déjà dans une chambre d'hôtel, vous êtes allés vous réveiller, vous dites, mais je pourrais être dans quel... Où suis-je? Je suis à Paris, je suis à Sydney, je suis à Londres, je suis à Tokyo. Tout est pareil, avec le même mobilier, avec le même décor. Elle est là, la richesse de l'humanité? Non, elle est dans sa diversité. Et aujourd'hui, dans sa cuisine, vous allez dans des pseudo-restaurants de luxe, de haute gastronomie, et on va retrouver un trait de vinaigre balsamique, et un coup de burrata, et avant c'était, et maintenant ça va être un coup de wasabi, et un peu de yuzu, et c'est linéaire. Et aujourd'hui avec Facebook, tout d'un coup j'ai trouvé une nouvelle herbe dans mon fossé, et tous les jeunes du monde prennent la même herbe dans le fossé. Quand même formidable. Mais ce n'est pas ça la cuisine. La cuisine, c'est évidemment cette liberté. Mais cette liberté doit s'appuyer sur les traditions de chaque endroit et pas voir les choses comme un écomusée, pas du tout. Les choses sont en perpétuelle évolution et les échanges, moi qui toujours prônais une cuisine métisse, ce n'est pas moi qui veux vous parler de ne pas aller chercher la saveur de l'autre, mais chercher la saveur de l'autre, non pas pour faire une cuisine United Benetton, mais pour enrichir sa propre identité dans l'échange. Là, l'humanité grandit. Et vous le savez, vous qui êtes des experts en cuisine, que la belle histoire de l'humanité, bien souvent, c'est celle de la transmission des produits avec ces évolutions de ces cuisines dans le monde. Que serait-il ce plat tellement franchouillard qu'est le cassoulet sans le haricot d'Amérique du Sud? Que serait le cabas d'aujourd'hui sans la pomme de terre, sans la fraise, sans l'ananas, sans le maïs, sans le haricot, sans la tomate, sans la courgette, sans l'aubergine, sans le cacao, sans le sucre? Où seraient-elles les cuisines? Et pensez-vous qu'une cuisine dans le monde a été polluée par le grain de poivre, la perle noire qui a permis à l'humanité d'imaginer des caravelles? Non. La cuisine s'enrichit de l'autre, mais pour autant garde son identité. Donc cette diversité du monde, c'est bien le patrimoine immatériel. Et évidemment, dans l'art de recevoir, on n'accueille pas de la même manière dans un ryoka japonais que dans un riad marocain. Et c'est tant mieux. Et on n'accueille pas d'ailleurs de la même manière en Provence comme en Bretagne ou en Touraine comme en Alsace. Il y a des codes, il y a des gestes. Il y a ces petites choses qui font la beauté du monde, qui est cette diversité. Et à quoi servirait-il à Slow Food de sauver 500 variétés de riz si demain, il ne restait plus que 3 recettes de riz dans le monde, servies dans la même assiette avec le même code? Mais on aime manger d'une manière différente sur des petits tabourets dans la campagne vietnamienne, oui. On aime manger autour d'un feu de bois dans la pampa d'Argentine, oui. Mais c'est la richesse du monde. Dans ce combat, sur ces 3 registres, je vous ai parlé de préserver les cuisines et les hospitalités du monde, mais également partager la passion du beau et du bon. Ça, c'est le deuxième point. Et le faire partager, d'ailleurs, on l'a écrit, les centaines de jeunes que nous accueillons dans une première phase de compagnonnage, auxquels nous transmettons
un métier et des compétences universelles, quel que soit l'endroit de la planète. Ça aussi, c'est l'art de recevoir ces jeunes, l'art de recevoir ces stagiaires dans les entreprises. Il y a beaucoup à dire. Je suis persuadé qu'il y a un nombre de personnes qui sont dans l'éducation nationale, et plutôt que de mettre des stagiaires dans des entreprises, on ferait mieux de mettre des stagiaires en relation directe avec des maîtres de stage. Le troisième point, c'est être acteur d'un monde plus humain. Oui, plus humain. Parce que plus sensible et plus attentif à ces détails du monde que peuvent sembler être la table et l'hospitalité, et qui sont en réalité les fondements d'une humanité pacifiée et ouverte au monde. Vous ne pouvez pas imaginer, lorsqu'on a écrit ces lignes, il y a maintenant 1 an et demi, qu'elles auraient pu avoir autant de résonance aujourd'hui dans nos engagements par rapport à ces choses-là. Un manifeste, c'est bien joli, mais ensuite, il faut s'engager. Et il faut 20 engagements. Donc j'ai demandé aujourd'hui, puisque nous sommes 540, aux 540 membres dans le monde, sur 10 ans, enfin plus précisément sur 4 ans. Mais pour certains, j'aurais dit 10 ans, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées dans des îles, d'avoir 20 engagements. Vous allez me dire, mais c'est quoi les engagements? Pour certains, c'était la porte ouverte. C'est-à-dire, des choses évidentes. Heureusement, dans nos pays, en Europe, nos collaborateurs sont quand même... Oui, petite chose. L'association Relais Château, c'est 22 000 collaborateurs dans le monde. Nos collaborateurs, en France et en Europe, sont, somme toute, quand même protégés. Mais lorsque vous prenez un courrier d'un client, et là on va parler d'art de recevoir aussi. L'art de recevoir, c'est aussi de quelle qualité les acteurs de l'art de recevoir sont considérés et traités. Vous recevez un courrier d'Asie, jeune couple, fêtaient leurs 5 ans de mariage, en endroit merveilleux, aux petits soins, extraordinaires. Très bien. Au moment de partir, il se trouve qu'il y a une inondation devant l'hôtel qui devait les emmener à l'aéroport. Donc le taxi est obligé de faire un détour sur l'arrière de l'hôtel. Et là, il croise les regards et voit les personnes, dans quelles conditions ils vivent. Ils sont logés, alors qu'eux étaient évidemment aux petits soins. Et ces gens-là étaient d'une gentillesse et d'une bonté avec eux pendant plusieurs jours, et ils ont vu dans quelles conditions ils vivaient. Et ils me disaient, est-ce que vous pouvez considérer que cette maison est une maison de qualité? Eh bien non, évidemment. Et aujourd'hui, ces critères dans le monde nous permettent de sortir de l'association des membres qui ne seraient pas respectueux de leurs collaborateurs. La qualité, c'est la dimension humaine. Je parlais de cuisine, je suis désolé, j'y reviens un peu. La dimension humaine, la dimension environnementale, enfin la dimension organoleptique. Dans ces engagements, je vais juste, il y en a 20, je ne vais pas vous les lire les 20, mais je vais vous dire le numéro 2. Le numéro 1 concerne la cuisine, je ne vais pas vous en parler. Le numéro 2, promouvoir la richesse infinie des différentes cultures de l'accueil dans le monde en veillant à préserver l'harmonie et le caractère de chacune des maisons relais et châteaux et leur territoire d'ancrage, au travers des jardins, du patrimoine bâti, des arts de la table, des arts décoratifs, des rites d'accueil ou de vie. Le troisième point, c'est veiller à cultiver, vous voyez, c'est le 2 et le 3, veiller à cultiver des relations humaines permettant à nos hôtes de se sentir accueillis chez des amis, entre guillemets, dans un lieu animé par la passion des maîtres de maison qui prennent plaisir à partager leur bonheur d'y vivre. Nous avions formulé d'une autre manière. Qu'est-ce qu'un relais château, sinon
de faire partager son bonheur de vivre dans un endroit le plus secret du monde avec l'autre. Mais quel est l'autre, là, justement? Et c'est là où la dimension devient passionnante. Ce qu'on imaginait, le soin qu'on devait apporter à l'être cher, mais c'est d'accueillir l'autre à un niveau de l'être cher. Alors vous allez me dire, je peux vous sortir plein d'exemples, ça ne se passe pas comme ça. Ah, on a du travail, je suis d'accord. Mais néanmoins, c'est quand même une belle histoire de passion. Parce que si ces hommes et ces femmes qui ont des relais châteaux étaient des hommes d'argent, je peux vous dire qu'ils auraient des modes d'hébergement et des modes de restauration qui seraient tout autres aujourd'hui. Enfin, le 10 concerne les jeunes. Chacun d'entre nous, le 10e engagement, c'est s'inscrire comme héritier d'une histoire de la cuisine, de la table et de l'hospitalité pour contribuer à la transmission et à l'enrichissement de ce patrimoine immatériel de l'humanité comme le 10e art. Nous nous sommes donné cette mission. Et c'est vrai que lorsqu'on parle d'art de recevoir, lorsqu'on parle d'art de vivre, avec tout ce qui arrive aujourd'hui, est-ce que le premier art n'est-il pas de vivre en communauté? C'est un art. On vient y mettre la politesse, on vient y mettre des codes, on vient y mettre... mais c'est un art. Et puis le 14e, qui va être le dernier de ces engagements, c'est développer comme nulle part ailleurs l'art. Oui, tout à l'heure, c'est une chose. J'ai dit là, il y a une chose qui paraît très importante. C'est la notion d'être chez quelqu'un. Une maison peut tout à fait ne pas vous convenir. Ben, ce n'est pas grave. C'est qu'elle est différente et elle ne vous convient pas. Mais c'est le goût d'une personne. C'est le goût d'une cuisine, c'est une cave, c'est un choix de vin, c'est un choix de nappage, c'est un choix de décor, c'est un choix... Mais c'est un endroit qui est en phase avec un lieu, une histoire, une culture, une personne. Et c'est cette personne, vous allez bien chez quelqu'un. Vous n'allez pas dans un concept, vous n'allez pas dans quelque chose qui est codé, codifié, non. Vous allez chez quelqu'un. Et développer comme nulle part ailleurs l'art de prendre soin de l'autre. Je l'adresse plus particulièrement, ce 14e engagement, aux jeunes, par l'honneur, donc développer comme nulle part ailleurs l'art de prendre soin de l'autre, par l'honneur et le plaisir de servir, de porter à chacun une attention personnalisée, faisant d'un moment Relais et Châteaux un moment de vie unique, fraternel, ressourçant et inspirant, en gardant bien à l'esprit que chacun d'entre nous est le petit héritier de la grande histoire. Vous avez compris, cette mission qui m'a été confiée me passionne plus haut degré parce que c'est la notion du monde. Vous savez, dont on parle aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une gouvernance monde, mais c'est tout d'un coup d'avoir autour de la table 30 personnes de cultures différentes, animées par cette même passion, et d'avoir ce dénominateur commun. Et effectivement, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est un petit peu la goutte d'eau de Pierre Rabhi dans le bec du colibri. Ça ne sert peut-être pas à grand-chose, mais en tous les cas, c'est tenter de faire ce que nous devons faire. Et puis, pour conclure, je ne savais pas trop comment vous conclure tout ça, moi, mais... Oui, l'art de recevoir, c'est d'accueillir l'autre, le différent, l'étranger, comme l'être le plus cher. Et enfin, peut-être vous dire que l'art de recevoir, c'est probablement, quel que soit l'endroit de la planète, la plus belle politesse de l'âme.
Je vous remercie.